Bonjour déjà Armand, bonjour à Isaac, Bonjour Louis, et bonjour puis Isaac. bonjour à ceux qui, ceux qui écouteront cette vidéo sur un sujet que personnellement je trouve assez important et très pertinent, à savoir le tribalisme. Moi, je ne sépare pas le tribalisme avec le communautarisme, par exemple. Je ne le sépare d'ailleurs pas du sectarisme, et ainsi de suite. Bon, et la question est la suivante que je me suis posée. Elle est la suivante. Pour le cas, par exemple, du Cameroun, tout en sachant que le tribalisme, c'est vraiment un phénomène universel. Moi, je dirais d'ailleurs que ce phénomène est inhérent avec l'identité de la civilisation universelle, dont l'identité des nations. Voilà, tribalisme, communautarisme, sectarisme, ou ce que par ailleurs d'autres appellent des égoïsmes individuels. Donc c'est le fondement, la racine même de l'identité universelle. C'est un phénomène sans lequel on n'aurait pas le fonctionnement de la structure économique qui est à l'extérieur. Il n'y aurait pas de politique parce que les politiques surfent dessus. Il n'y aurait pas d'économie marchande, par exemple. Il n'y aurait rien de ce que nous voyons tourner à l'extérieur. Donc ce n'est pas un phénomène qui est propre à l'Afrique, ou notamment pour le cas du Cameroun. Donc voilà, Armand, la question que je me suis posée hier. On voit actuellement ce qui se passe, par exemple, au Cameroun. Est-ce que le président Paul Biya, est-ce que c'est lui qui a construit la nation camerounaise comme une nation tribaliste? Est-ce qu'on peut lui attribuer la responsabilité unique de ce qui s'exprime au Cameroun comme tribalisme? Voilà la question sur laquelle, brièvement, je voudrais que nous réfléchissions. Je te laisse d'abord la parole, Armand. Luc, oui, tout à fait, nous touchons là un sujet qui dépasse largement le cadre temporel ou spatial du Cameroun, parce que nous savons que ce sont des éléments qui renvoient à l'identité des individus. Et cet élément que nous appelons pyramide de Maslow a mis en évidence ou a souligné un des points qu'on appelle besoin d'appartenance et qu'on appelle aussi en fait qui est en fait un besoin d'identité sociale. Mais l'identité ou l'appartenance, ça renvoie à des intérêts et nous savons que les intérêts sont à la racine même de la personnalité sociale, de la personnalité universelle des individus. Donc ils peuvent à un moment donné trouver intérêt à appartenir ou à adhérer à un segment de société qui peut être défini sur un certain nombre de critères. Ce critère peut être tribal lorsqu'ils pensent que c'est là qu'ils vont tirer le plus avantage, mais ce critère peut être différent, il peut être linguistique, il peut être économique, mais on trouve dans le fond là un comportement qui effectivement, comme tu disais, renvoie à une forme de sectarisme motivé par un intérêt, motivé par des avantages que l'on attend de cette appartenance-là. De la même manière que, et là je vais te rendre la parole, nous voyons aujourd'hui un exemple, lorsque les gens doivent se déplacer d'un pays à l'autre, on voit que certains individus de certaines nationalités ont plus de facilité à franchir les frontières parce que leur passeport est plus accepté et d'autres moins. Et donc, ceux-là qui voudraient se déplacer et qui ont moins de mobilité acquise vont rechercher la nationalité qui leur permet de se mouvoir. Donc, on retrouve là dans le tribalisme un phénomène qui a juste besoin, qui en fait témoigne à mon sens chez les uns et chez les autres d'un désir, d'une motivation d'obtenir un avantage par ce comportement-là, un avantage économique lié à leurs intérêts. Et donc là, on retrouve une notion d'instabilité, c'est-à-dire que on peut être, quelqu'un peut être tribaliste aujourd'hui et puis demain, si c'est plus conforme à ses intérêts, ben, il va changer.
Et on va bien voir qu'en fait, s'agissant d'intérêts, la vraie communauté des individus, ce qui regroupe les individus, c'est effectivement au niveau des intérêts. Et voilà, je te rends la parole, Luc. Tout à fait. Merci, Armand. Et effectivement, comme tu venais de le souligner, et d'ailleurs l'analyse que tu as faite du sujet est vraiment assez pertinente, et c'est inspirant de cette fameuse pyramide de Maslow, donc qui présente l'individu humain, l'être humain, pour ne parler que de lui, comme un être essentiellement de besoin, essentiellement de besoin. Et partout où il y a l'être humain, où il y a des humains, ce qui va faire en sorte que le phénomène de tribalisme, de sectarisme, d'individualisme apparaissent, parce que ce sont des êtres de besoin. Et ils vont se retrouver en fonction des affinités relatives à la satisfaction de leurs besoins. Et c'est ça qui va faire en sorte que les communautés se rapprochent les unes et les autres. Et on voit ce phénomène pour comprendre clairement qu'il n'est pas propre à l'Afrique. Il n'a même pas simplement commencé en Afrique. On voit que ce phénomène a été à l'origine des guerres, autrefois, même dans les pays du Nord, ainsi de suite. C'est ce phénomène même qui est derrière ce que certains on appelle très souvent racisme. C'est le même phénomène. Et on peut préciser que ce phénomène-là n'est pas simplement observable chez les êtres humains, mais tous les êtres vivants sont tribalistes, sectaristes ou communautaristes. On peut voir l'environnement des êtres, les animaux à quatre pattes, par exemple, qui se regroupent toujours par intérêt, qui se regroupent toujours par communautarisme, les animaux. Et aujourd'hui, les études beaucoup plus larges donnent clairement de comprendre que même les végétaux, en tout cas, ne sont pas épargnés par ces phénomènes. Donc, on peut l'étendre de manière beaucoup plus large. Mais je voudrais surtout m'attarder sur un phénomène réel. Je pense que pour le cas du Cameroun, par exemple, le problème se situerait au niveau de la limite de la connaissance de la population. Cette limite, la connaissance de la population qui caractérise les autorités, que ce soit les autorités présentes ou bien les autorités qui pourraient venir. Parce qu'un système ou un avion, par exemple, pour le contrôler, il faut le connaître. Voilà. Et on peut voir aujourd'hui dans les pays comme la France, il y a le sectarisme, il y a le communautarisme. Il y a ce que l'on appellerait même l'individualisme. D'abord, il est à un niveau très avancé. Mais la seule différence, c'est que les autorités du Nord ou de la France comprennent très bien le phénomène. C'est-à-dire qu'elles ont une connaissance très poussée des populations pour savoir mieux contrôler ces passions-là. Donc, au point que les gens peuvent penser que ces phénomènes n'existent pas. Pourtant, ces phénomènes existent. Bon, maintenant, comment le réguler? On prend l'exemple du Cameroun. Lorsque les autorités savent que les populations, c'est le besoin. C'est un univers de besoins. Et on sait bien qu'un être qui représente un univers de besoins, quand son besoin n'est pas satisfait, il peut devenir dangereux. Il peut devenir incontrôlable. Il y a des cas comme celui, par exemple, de la Libye et le reste. Et que souvent, lorsque les individus qui sont extérieurs, que c'est mon ami Jean de Dieu a ici appelé les individus exogènes, les individus qui sont extérieurs, ils savent que pour pouvoir pénétrer ta maison, pour la contrôler, pour utiliser les individus dont tu as la charge contre toi, si tu ne satisfais pas leurs besoins, ils vont se présenter, eux, comme ayant les moyens de satisfaire leurs besoins. Ils vont utiliser, surfer sur leurs besoins pour pouvoir en faire des armes. Donc, si dans un pays comme le Cameroun, ceux qui dirigent finissent par comprendre qu'ils ont ils n'ont pas affaire aux Bassa, ils n'ont pas affaire aux Bamileke, ils n'ont pas affaire aux Eton, ils n'ont pas affaire à telle ou telle communauté d'individus, ils ont affaire aux besoins globalement. Et s'ils ont cette vision claire des choses et ils comprennent qu'un individu qui a le besoin, quand tu arrives à satisfaire son besoin, tu le rends dépendant de toi. Je pense que c'est de cette manière-là que les autorités peuvent arriver à réguler une violence qui peut émerger, qui peut s'exprimer au cas où le besoin n'est pas satisfait. Donc, or, ces phénomènes, on le voit partout dans le monde. Je te laisse la parole à Armand.
Oui, oui, tout à fait. Et pendant que tu parlais, un des exemples ou un parallélisme qui me venait, c'est ce qu'on a connu et qu'on connaît encore peut-être de moins en moins dans les pays du Nord qu'on appelle le syndicalisme. Ouais. C'est-à-dire que lorsque les gens se mettent ensemble pour faire des revendications, bon, et donc ce qui fait que dans les pays du Sud, comme dans les pays du Nord, à un moment donné, il y a besoin de mobiliser un volume d'énergie, un volume de ressources pour les orienter dans une utilisation, dans un but. Dans le pays du Sud, l'élément qui permet de canaliser et de constituer une masse d'individus comme ça derrière une dimension, le tribalisme fonctionne assez aisément. Dans les pays du Nord, ben, on va leur trouver des choses du genre mettons-nous ensemble pour revendiquer un salaire. Mais à l'arrivée, il s'agit toujours d'enjeux économiques horizontaux, mais c'est les critères de regroupement de la masse d'énergie qui changent. Et donc là, pour revenir sur le cas du Cameroun, lorsque nous voyons que ces éléments-là commencent à entrer en scène, on a affaire, comme tu dis, à une population qui est confrontée à toutes sortes de besoins. Quand on entend l'opinion publique camerounaise s'exprimer, on peut discerner clairement qu'on est dans un océan de besoins. Et ça se décline sous toutes les formes. Donc, je disais, lorsque les besoins de la masse ne sont pas satisfaits, comme dans le cas du Cameroun, on a affaire à ce qu'on peut appeler, il y a une image en physique, les physiciens appellent ça le plasma. C'est-à-dire, c'est un ensemble de particules, c'est-à-dire d'éléments d'énergie qui sont excités. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à l'emploi. Il suffit de les mettre dans un champ magnétique qui va leur donner la dynamique dont on a besoin. Et c'est un peu dans cette situation-là que le tribalisme intervient comme une sorte de force magnétique pour mettre en mouvement les uns et les autres dans la direction de celui qui détient l'orientation du champ magnétique. Exact. Et même dans des informations d'actualité quotidienne, ce qu'on entend très souvent, c'est qu'il y a une espèce, par exemple, de chiens, donc des chiens, on peut dire des chiens hybrides, que les gens utilisent notamment dans les pays du Nord ces derniers temps. Et ce qu'on entend très souvent, c'est qu'un chien dont le maître laisse longtemps sans nourrir, il devient dangereux, il finit par manger son maître. Il finit par bouffer son maître. Bon, et quand on sait très clairement que le chien, c'est un être de besoin, tout comme l'individu humain. Donc, un individu humain ou une population, et encore que faut-il le souligner, parce que cette population, les populations sont la fabrication de la société, comme des êtres de besoin. Parce que la société, qui est bien régulée, fabrique les populations pour faire tourner son économie. Bon, et lorsque ces populations fabriquées par la société, les besoins ne sont pas satisfaits, et bien évidemment, ces mêmes populations peuvent devenir comme des chiens qui bouffent leur maître. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Et donc, celui qui est conscient de cet état de la population et on va dire des dispositions de cette population qui se trouve dans un tel état, peut s'en servir. Il peut s'en servir. Et pour revenir aux gouvernants, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, que les individus sont une somme de besoins qu'ils se retrouvent confrontés à ce genre de situation. Parce qu'en fait, les uns comme les autres n'attendent qu'une réponse à ce besoin. Et donc, quand ils s'affilient à un regroupement, à une appartenance particulière, ce n'est pas l'appartenance en soi qui est pour eux l'objet ou le but, c'est pour eux un moyen d'obtenir la satisfaction ou voilà, de remplir le besoin qu'ils sont. Tout à fait. Et donc, toute autre option qui leur a été donnée de remplir ce besoin aurait été la bienvenue. Exactement.
Donc, ce qu'on peut, ce qui n'est vraiment pas un reproche, parce que notre échange n'a absolument pas un caractère politique. Nous faisons des analyses dont nous croyons objectives, et à partir d'un regard qui certainement est au-delà de celui de la société, pour souligner que ce qu'on peut reprocher aux gouvernants en Afrique, notamment à quelqu'un comme le président Paul Biya, c'est le fait de n'avoir pas perçu, n'avoir pas eu une clairvoyance pour mieux comprendre le logiciel qu'on appelle Cameroun, auquel il a la responsabilité. Donc, le fait on soit à un niveau où on se sert de ce logiciel pour satisfaire ses propres besoins, en oubliant que le logiciel a besoin d'être entretenu. Parce qu'on peut le voir même quotidiennement. Quelqu'un qui utilise un cheval sans le nourrir, le cheval peut devenir une machine à tuer contre son maître. Vous voyez? Donc, c'est très important si les gouvernants sont entourés de conseillers qui leur permettent de comprendre ce que représentent les populations. Parce que ce n'est que de cette manière-là que les gouvernants du Nord arrivent à contenir les populations. Parce qu'ils ont fini par comprendre que ces populations qui sont le besoin, il faut rendre les populations dépendantes de l'architecture, donc l'architecture que l'État met sur pied pour contrôler ces populations. Autrement dit, ces populations deviennent des machines à tuer. Tout à fait. Tout à fait.